Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez parfaitement. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence ce soir pour notre huitième webinaire que nous organisons les dimanches à 20 heures. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Christen Chika. Je ne vais pas le présenter, il va le faire lui-même, avec qui nous allons parler de l'échec. Ce qui est vrai, c'est que nous tous, nous avons échoué une fois dans notre vie. Mais il est important de savoir comment transformer un échec en une opportunité. L'échec n'est pas une finalité. L'échec peut devenir une porte vers une réussite ou vers le succès. Alors, sans plus tarder, le temps que les autres arrivent, et pour pas trop vous prendre en temps, nous allons démarrer notre webinaire. Comme je le fais d'habitude, je vais demander à mon invité, qui est aujourd'hui M. Christen, de se présenter, de nous dire qui il est, et après, nous allons continuer. Monsieur Christen, vous avez la parole. C'est clair pour cette invitation une fois de plus. Bonsoir à tous. J'espère que chacun de nous va bien. Je Oui, suis Ethan Chika, je suis business coach, conférencier motivateur. J'accompagne les professionnels, les entrepreneurs, les personnalités publiques à développer leur business. Et tout récemment, je les accompagne aussi à gérer ou à vaincre la dépression, le stress, l'anxiété et le burn-out. Donc, je suis aussi directeur général de Capital Group, qui est une entreprise de développement d'affaires. Donc, nous accompagnons les entrepreneurs et les entreprises avec des services à valeur ajoutée. Donc, quand tu rentres chez nous, ben, tu trouves tout ce dont tu as besoin en tant qu'entrepreneur. Voilà en gros ce que je fais. donc, très intéressant et merci beaucoup pour la courte présentation. Alors, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Et quand j'étais en train de préparer mes questions, je me suis dit, il n'y a pas comme début meilleure question de vous demander si vous pouvez nous partager une expérience personnelle où vous avez rencontré un échec. D'abord, commençons par là. Parlons de vous. Avez-vous déjà rencontré un échec et comment l'avez-vous surmonté ou l'avez-vous transformé en opportunité? Oui, en tant qu'entrepreneur, on rencontre des échecs tous les jours. C'est que tu lances un projet, le projet ne marche pas, tu lances un business, tu lances une stratégie, la stratégie ne marche pas, ou soit la stratégie n'atteint pas des objectifs définis. Donc, c'est constant et permanent dans les affaires. Aujourd'hui, lorsque je parle d'échecs, tout part d'une expérience parce que il y a des échecs qui sont, je peux pas dire petits, mais quand même petits parce que ça vous impacte pas personnellement. Mais il y a des échecs qui ont un degré d'impactation très élevé. C'est-à-dire que ça impacte à la fois votre business, ça impacte euh, votre santé, ça impacte votre famille, ça impacte tout votre environnement. Donc, il y a des échecs comme ça qui vous met littéralement par terre. Donc, moi, c'est une expérience qui date de, de 5 ans. De 5 ans, c'est une mauvaise expérience et qui a laissé des marques considérables dans ma vie et dans mon esprit, dans ma famille, parce que ça a impacté tout le domaine de ma vie. Donc, c'est essentiellement le chèque en affaires où tu perds une somme importante. Donc, entre, euh, entre 2019 et 2020, j'ai perdu plus de 250 000 $ en investissement avec mes investisseurs de l'époque. Et là, tu te retrouves en train de rembourser une grosse somme. Voilà, donc c'était une grosse mauvaise expérience parce que je me suis retrouvé
Et là, la Covid arrive et vous êtes obligé de fonctionner à 10%. Vous n'avez pas d'entrée. Et là, tu te retrouves dans une situation où tu dois continuer le business quand même et tu dois en même temps rembourser des grosses sommes d'argent à tes investisseurs. Donc, c'était une situation qui m'a fortement influencé et je me suis retrouvé en dépression pendant 6 mois. Je ne savais pas travailler. Donc, 6 mois de dépression sévère ou 6 mois des dépressions sévères, en fait, où j'étais devenu, je dirais, inapte, incapable de travailler parce que là, tu es complètement bloqué. Et j'ai même eu envie de me suicider, de mettre fin à ma vie, de tout arrêter, de mettre fin à ma vie parce que j'avais perdu le sens de la vie à cause, tu as des pressions à gauche, tu as des pressions à droite, tu as une famille et que tu n'es pas capable de prendre soin de cette famille. C'était une situation assez difficile, assez complexe. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu, aujourd'hui, je comprends. Euh, je dis pas que cela devait arriver, mais comme on dit, on apprend aujourd'hui à tirer des leçons. Cette expérience me permet aujourd'hui de pouvoir être plus affiné dans les secteurs d'investissement, de comprendre mieux le jeu des affaires, être plus attentionné sur certains détails qu'hier. Aujourd'hui, et ça m'a permis de comprendre qu'en affaires, certes, la confiance est importante, mais la confiance en aveugle, il faut surtout pas en affaires. Donc aujourd'hui, ça m'a permis de se rendre compte que en de réveiller en toi la capacité d'être plus productif. Donc, si hier, seul en une année, tu peux avoir un chiffre d'affaires de 50 000 $, après, tu te rends compte, tu as une situation, ça te fait tellement la pression que tu es obligé de pouvoir développer des stratégies, pouvoir mettre des choses en fait, de te rendre compte que bah, je suis capable de produire ça, je suis capable de faire ceci, je suis capable de faire telle chose, je suis capable de gérer ça, je suis capable. Donc, ça réveille certaines capacités qui étaient endormies. Et comme je l'ai dit, par-dessus tout, c'est qu'on apprend à être plus sage, en fait. On apprend à être plus sage. On apprend, comme on dit, le jeu des... On apprend à être plus sage. Et aujourd'hui, on apprend ce qu'on appelle le jeu des affaires. Donc, c'est ces défis-là, c'est cette expérience, c'est cet échec-là qui fait entrepreneur. Et là, c'est l'expérience qui nous, euh, c'est cet échec-là qui nous forge en tant qu'entrepreneur. Et je m'amuse des fois en disant aux gens, euh, non, à l'époque, je me le disais à moi-même, en fait, c'est que si tu continues à pleurer sur cette situation, c'est que tu n'es pas prêt à être millionnaire. Parce que parfois, pour être millionnaire, ça passe par du chemin des grosses pertes, des gros soucis. Mais c'est être capable de pouvoir développer un mindset de gagnant fort pour résister à un certain niveau de la vie. Et là, je comprends qu'à tous les niveaux de la vie, il y a des grosses pressions, il y a de gros soucis. Donc, si vous le vivez au niveau où vous êtes et que vous êtes capable de vous relever et que vous êtes capable d'analyser la situation, vous êtes capable de vous refaire, en fait, ça vous introduit justement dans ce que vous souhaitez réellement accomplir dans votre vie. Donc, en peu de mots, c'est ça. Euh, un échec, oui, parce que je n'ai pas atteint l'objectif. Voilà. Oui, oui, oui. En tout cas, c'est une très belle expérience. Et juste pour savoir, comment avez-vous pu surmonter cet échec-là?
Ouf, le chemin était long. Le chemin était long. J'ai juste appris, bon, pas juste, c'était un grand exercice en fait. Je l'ai surmonté, je peux dire, de trois manières. La première, c'est, je peux dire, grâce à la prise de conscience. Grâce à la prise de conscience personnelle, de se dire, c'est pas la fin. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, on peut encore se refaire. Vaut mieux s'orienter vers la solution que de rester sur le problème. Et en travaillant sur moi, je compris que l'échec ne fait pas de vous un échec. L'échec est une expérience qui est, je dirais, hors de vous. Que vous soyez la cause ou non, que vous soyez fautif ou non, l'échec, c'est quelque chose qui est extérieur à vous. Vous n'êtes pas l'échec. L'échec, c'est un acte. L'échec est une situation. Vous avez perdu de l'argent dans le business. Oui, c'est le business qui a perdu de l'argent. Peut-être de votre faute, oui, mais c'est le business. Mais vous n'êtes pas un échec. Vous êtes capable de pouvoir réapprendre et prendre des bonnes décisions et agir de la bonne façon. C'est pas parce que vous avez raté un penalty aujourd'hui que vous ne savez absolument pas tirer, voyez-vous? Donc c'est ce premier travail-là que je commençais à faire en moi et je compris que ce que j'avais de plus précieux, c'était ma vie. Donc je ne pouvais pas permettre à une situation extérieure pouvoir briser, mettre fin à ma vie, à tout le projet, à tout le potentiel que j'ai. Je sais que j'ai de précieux aujourd'hui, c'est ma vie et je voudrais la conserver. Et donc, je commençais à travailler sur moi, à, à refouler tout le sentiment négatif, à refouler la dépression. Et c'est par cet exercice intérieur. Donc, c'est même conduit à écrire mon livre Reste en vie, comment vaincre la dépression, l'anxiété, le stress et le burn-out. Et tout dans ce livre, j'en parle aussi, que la vraie force commence d'abord à l'intérieur de nous. Si ça change de l'intérieur, ça changera de l'extérieur. Parce que beaucoup de gens sombrent dans la dépression et n'arrivent plus à rien faire. Pourquoi? C'est pas parce que c'est la situation qui fait qu'ils ne puissent pas rien faire. Non, c'est juste leurs propres pensées, leurs propres sentiments intérieurs qui fait qu'ils n'arrivent pas à être productifs à l'extérieur. Donc ça, c'était vraiment un grand exercice de prise de conscience. Alors, d'où peut venir la prise de conscience? C'est d'abord je dirais, par un monologue intérieur. Qu'est-ce que vous dites à vous-même? Donc, vous devez apprendre à vous parler à vous-même, à vous parler positivement. Vous devez apprendre à vous repositionner sur vos valeurs, sur vos convictions, sur votre vision. C'est ce que vous voulez faire, donc c'est ce que vous voulez réellement atteindre et c'est ce que vous êtes réellement. Vous êtes trompé, mais est-ce que vous êtes un menteur? La réponse est non. Vous avez fait une erreur, mais est-ce que vous êtes l'erreur? La réponse est non. Quelque chose n'a pas marché, mais est-ce que la, la, la réponse est non. Et aussi, c'est arrêter de se définir par rapport au regard des autres. Les autres diront toujours que vous avez fait ça, que vous avez fait ça. Les autres diront toujours telle autre chose de vous. Est-ce que vous voulez vous regarder derrière le regard, vous voulez vous regarder au travers du regard des autres, au travers des bouches des autres personnes, ou c'est vous qui définissez ce que vous êtes? Donc cet exercice-là. La deuxième manière, c'est parce que j'ai accepté de recevoir l'amour. Parce que ça aussi, c'est quelque chose. Des fois, lorsqu'on se retrouve dans cette situation, on ne veut plus être avec des gens. Parce que à moi, à l'époque, je voulais m'isoler. Mais c'était, oui, on a besoin de s'isoler par moment pour faire le premier travail que je viens de dire. Mais après, il faut accepter de recevoir l'amour. J'ai accepté de voir l'amour dans le regard de ma fille, de voir l'amour dans le regard de ma femme, de voir l'amour dans certaines personnes que Dieu avait mis autour de moi, de voir l'amour dans le regard ou dans les encouragements de personnes qui continuaient de croire en moi, des gens qui m'encourageaient. Et moi-même, je suis allé chercher certaines personnes pour leur parler, en fait, pour les écouter, pour recevoir le jeu, parce que je savais, si je partageais ce que je ressentais avec ces personnes-là, ils allaient absolument m'encourager. C'est ce que je fais. Je fais aller rencontrer des gens, j'ai rencontré particulièrement deux personnes qui m'ont parlé positivement et dans le parcours, je rencontre quelqu'un qui avait vécu la même chose que moi, qui m'a partagé son expérience et ça m'a encouragé. La troisième chose que j'ai faite, c'est pouvoir, en tirant de l'essence, c'est être sur le chemin de la réparation. Je dis, OK, j'ai toutes mes forces. Aujourd'hui,
je pense que je peux me relever et reparer ou repartir sur le bon vase et repartir sur le bon vase. C'est de se lever parce que c'est pas en restant assis que vous allez trouver la solution à votre problème. C'est se relever et continuer justement à travailler pour trouver la solution. Continuer de vous battre, continuer de travailler, définir un plan d'action. Qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir atteindre de nouveau vos objectifs. Si l'erreur n'a pas impacté les gens autour de vous, s'il n'y a pas de réparations à faire, concentrez-vous sur les actions que vous devez faire. S'il y a des réparations à faire autour de vous, eh ben, négociez, trouvez des compromis et commencez à travailler pour résoudre vos difficultés. Voilà, en gros, comment est-ce que je fais pour surmonter ces défis. En tout cas, très, très intéressant. J'aimerais revenir sur un petit détail qui m'a très, très intéressé, c'est les obstacles que l'on rencontre au niveau mental quand on a connu un échec. Vous avez parlé du fait que ça peut vous pousser au suicide, ça peut vous pousser à vous retirer. Quels sont si on peut les classer, les principaux obstacles mentaux ou émotionnels que les gens rencontrent lorsqu'ils essayent de surmonter un échec ou quand ils peuvent justement le surmonter? C'est quoi les obstacles d'habitude qui reviennent? Ok, j'ai déjà échoué, mais j'essaie de revenir, mais est-ce que je peux encore échouer de nouveau et ainsi de suite? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces obstacles-là qui peuvent bloquer certains dans un échec? Oui, ça peut être la dépression, ça peut être l'anxiété, ça peut être un stress chronique, ça peut être la peur d'essayer de nouveau, ça peut être le burn-out, cette incapacité de pouvoir être productif, réfléchir, trouver des solutions, ça atteint plusieurs. Mais il faudrait d'abord je préfère aller sur des solutions. Parce que ça, ce sont des états qui arrivent. Donc, en gros, la dépression peut impliquer plusieurs choses euh, derrière. Mais le plus important, lorsque vous vous rendez compte que vous avez un sentiment, une pensée, une attitude, une impression ou quelque chose qui vous empêche de pouvoir prendre des nouveaux des initiatives, de pouvoir oser de nouveau, parce qu'il y a toujours cette peur-là, c'est de prendre le temps de vous reposer, de prendre le temps de faire vraiment du recul, de vous reposer. Donc dites-vous, là, prenez le temps de faire reposer vos sentiments. Prenez le temps de ne pas écouter des personnes négatives autour de vous. Prenez le temps d'être en contact avec des gens qui doivent vous encourager. Donc, faites vraiment un recul. Prenez le temps de vous reposer, de faire reposer vos sentiments et pas en restant inactif, mais faire reposer vos sentiments sur justement prendre le temps de se reprogrammer, comme on dit, de se reconstruire. C'est ça le mot. Prenez le temps de vous reconstruire émotionnellement. Prenez le temps de vous reconstruire parce que ça, c'est ce qui nous influence beaucoup plus lorsqu'on échoue. Ce sont nos émotions, ce sont nos sentiments. Donc, prenez le temps de reconstruire vos sentiments et, et vos émotions. Parce que nos sentiments et nos émotions bloquent même notre manière de réfléchir ou de prendre des initiatives. Donc, prendre le temps de se reposer, prendre le temps de se reconstruire. C'est reconstruire une fois de plus. Vous pouvez utiliser les trois étapes que j'ai évoquées bien avant. Bah, une des choses que j'ai expérimenté, c'est la peur d'essayer. C'est la peur de refaire ce qu'on était en train de faire avant. Ok, c'est cette peur-là qu'on devait prendre le temps de retravailler. Dans mon livre, je parle par exemple d'un chapitre où je traite sur l'importance du développement personnel. Donc, c'est important de pouvoir, si vous n'avez pas encore vécu un échec qui vous a vraiment mis par terre, c'est le temps de pouvoir travailler sur votre développement personnel. Si vous avez vécu un échec qui vous a vraiment mis par terre ou une circonstance qui jusqu'aujourd'hui influence votre mentalité, influence votre manière de considérer les choses, vous devez prendre le temps de reconstruire votre développement personnel, essentiellement en travaillant sur votre estime de soi, sur votre confiance en soi, c'est en travaillant sur vos valeurs, c'est prendre le temps. Justement, ça va vous aider à cultiver, par exemple, la résilience en vous.
voyez-vous? Et face à tous ces sentiments, à toutes ces choses qui pourraient vous empêcher de pouvoir vous en sortir ou bien vous relever, il y a ce qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est de se dire, j'accepte ou je prends la décision de sortir de cette situation. Malgré le sentiment que j'ai, c'est de pouvoir combattre de l'intérieur pour dire je dois sortir de cet état. Si vous avez la peur de pouvoir vous afficher de nouveau, faire quelque chose, vous allez vous dire je dois combattre justement cette peur-là. C'est en le faisant, c'est en persévérant justement, c'est c'est à ce moment-là que vous développez la résilience en vous. Donc c'est important de le considérer. Alors, j'en profite par exemple, si vous avez des émotions qui vous empêchent aujourd'hui de progresser, je vais dire quelque chose qui peut paraître contradictoire, mais c'est le chemin en fait de la guérison. C'est accepter vos émotions. Voyez-vous, parce que l'échec peut engendrer, comme tu le dis Claire, une gamme complexe d'émotions. Alors souvent, tellement qu'on refuse de l'accepter, et ces émotions prennent du pouvoir sur nous. Donc, il est possible de dire, là, je ne me sens pas bien. Là, tout ne marche pas. Donc, il est essentiel d'accepter ces sentiments-là sans jugement. Vous ne vous jugez pas. Donc, permettez juste, donc vous dites, là, j'accepte que je ne me sens pas bien, j'ai mal. Et pourquoi c'est important d'accepter ces émotions négatives? Parce que c'est le chemin de la guérison, en fait. Parce que ça vous permet justement de pouvoir se dire, là, je suis conscient que je me sens pas bien. Là, je suis conscient que j'ai peur de m'afficher. Là, je suis conscient, à chaque fois que je lance un projet, j'ai peur que ce projet-là puisse échouer de nouveau. J'accepte que j'ai cette peur-là. Ensuite, ben, je me permets de mieux me ressentir, de travailler justement pour sortir de ces émotions euh, négatives. En tout cas, Voilà. ça, c'était très, très intéressant. Merci beaucoup pour le partage. Euh, Votre histoire m'a beaucoup inspiré, mais est-ce que vous connaissez d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises? Avez-vous des exemples sur eux, des gens qui ont échoué, mais par après qui ont réussi? Et si vous avez quelques détails sur comment ils ont pu justement réussir après leur échec. J'ai aujourd'hui en feuilletant le net, j'ai vu par exemple qu'il y a, on parle de du youtubeur MrBeast aujourd'hui, qui il fallait qu'il fasse 300 vidéos pour faire ne fût-ce que 1000 abonnés. Vous voyez un peu sa résilience face à l'environnement qu'il avait. On parle d'Harry Potter qui a été refusé, le film ou l'histoire d'Harry Potter qui a été refusée 12 fois avant d'être accepté. On parle de Jeff Bezos qui a lancé Amazon avec 7 dollars en poche. Est-ce que vous avez aussi des exemples d'entrepreneurs? Parce que je vois qu'avec Capital, vous côtoyez beaucoup plus d'entrepreneurs, vous les aidez justement à réussir. Avez-vous d'exemples d'entrepreneurs qui ont échoué, mais qui par après, grâce aux stratégies que vous avez données jusque-là, qui ont pu avancer vers leur succès? Oui, je rencontre des entrepreneurs qui échouent tous les jours, qui pleurent tous les jours. Et certains font des efforts de se relever, de pouvoir de pouvoir s'en sortir aujourd'hui. Donc, moi, dans mes programmes de coaching, aujourd'hui, en termes de dépression, les entrepreneurs sont en permanence dans ce défi-là. Et aujourd'hui, écrire mon livre, ça a été justement l'opportunité ou l'occasion de pouvoir proposer un outil à toutes ces personnes. Alors, je partirai sur le témoignage que j'ai reçu des personnes qui ont lu les livres. Et en tout cas, je crois, 4 ou 5 témoignages dont je me rappelle, et c'est vraiment cette capacité, c'est vraiment l'espoir d'abord, c'est l'espoir qui régnait dans le cœur de gens. C'est déjà ça. Donc, je pourrais
question de question de confidentialité et tout. Mais je reçois des témoignages là des personnes aujourd'hui qui sont sur la voie de la guérison, sur la voie de la restauration. Et simplement en partageant mon histoire aussi, beaucoup de gens se sentent réconfortés dans leur position de pouvoir s'en sortir. Et plus particulièrement, quelqu'un que j'ai rencontré, un entrepreneur avec qui que nous avons travaillé, je le connaissais, mais je connaissais pas son histoire, en fait, qui me racontait, qui me disait qu'il a perdu 11 000 dollars et ça l'avait littéralement mis par terre. Ça l'avait littéralement bloqué, mis par terre et aujourd'hui, il ne pouvait pas, il s'est jamais remis, en fait. Donc, il n'a jamais relancé ses business, il n'a jamais relancé son entreprise, mais en lisant les livres, en écoutant mon histoire, ben, il a pris la décision de se relancer et de relancer des nouveaux et d'investir de nouveau dans ce projet. Donc, c'est ça, Monsieur Claire. Ok, ok. Merci beaucoup pour ces quelques anecdotes. J'avais une dernière question avant de donner la parole aux personnes qui sont en train de nous suivre, aux participants que je remercie pour leur présence. C'est que, étant entrepreneur, nous sommes en charge de créer un environnement de travail favorable à tous nos collaborateurs qui nous aident justement à atteindre les différents objectifs que nous nous sommes fixés au tout début. Alors, selon vous, de par votre expérience, comment, en tant qu'entrepreneur, on peut encourager un environnement de travail ou une culture qui favorise la perception des échecs comme un tremplin vers le succès? Je n'ai pas bien suivi. Tu peux juste Je, répéter vois- parce qu'il y a je des appels reprends qui me juste coupent un peu la la question. connexion. Je disais, en tant qu'entrepreneur, comment on peut encourager un environnement de travail, c'est-à-dire avec nos collaborateurs, ou une culture qui favorise justement la perception des échecs comme un tremplin vers le succès. Parce que, comme on dit souvent, c'est de l'effort de l'équipe que nous pouvons atteindre les objectifs d'entreprise que nous nous fixons. Alors, s'il y a de ces collaborateurs qui ne savent pas, par exemple, surmonter un échec de groupe, ou c'est toute l'équipe qui ne sait pas surmonter l'échec de groupe, quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place justement pour encourager le fait que l'échec est tout à fait normal, qu'on peut avancer? Je prends l'exemple, par exemple, de SpaceX avec Elon Musk qui a eu à échouer plusieurs fois avant de réussir leur premier coup. Vous êtes là, M. Christian? Loin de notre réalité. Alors, Ouais. moi, je dirais à ces chefs d'entreprise qu'il faudrait qu'ils travaillent sur son leadership. C'est important parce que l'équipe, lorsqu'il y a un échec, l'équipe se tourne toujours vers quelqu'un. L'équipe se tourne toujours vers les leaders. Alors, ça veut pas dire c'est de faire le plus dur ou de faire le plus fort. C'est-à-dire, c'est de reconnaître que là, nous avons échoué. Mais ensuite, c'est l'attitude que tu prends après, en fait, la perspective que tu montres après. Donc, si tu es un bon leader et que tu t'es préparé à l'échec, et c'est que tu dois leur montrer que tu devrais, en fait, tu peux leur amener sur le chemin de pouvoir sur le chemin de reconstruire leur confiance en soi et leur confiance en leur capacité et leur confiance en leur créativité. Tu leur dis, là, on a testé, on a fait quelque chose, ça n'a pas marché, mais est-ce qu'il y a-t-il des leçons que nous pourrons tirer? Est-ce qu'il y a-t-il, à part de leçons, est-ce que cet échec nous apprend à être fort? Est-ce que cet échec nous rappelle que nous n'avons pas bien vérifié certaines choses? C'est l'analyse, c'est la direction que tu leur donnes. Et ensuite, c'est de pouvoir leur montrer que le chèque de parcours ne veut pas dire le chèque de la vision. Le chèque de parcours ne veut pas dire absolument le chèque de l'objectif.
C'est-à-dire que dans le parcours pour atteindre l'objectif, nous avons échoué, mais l'objectif reste. C'est qu'on a encore des capacités. Est-ce que nous ne pouvons pas mettre en place, pas de nouveau, mettre en place, envisager, est-ce qu'on se repose, est-ce qu'on redéfinit, c'est pouvoir à chaque fois redonner l'espoir et redéfinir les perspectives. Et aussi, au-delà des brainstorming qui peut être fait, c'est l'attitude qu'il faudrait avoir, qu'il faudrait garder. Si je ne dis pas, c'est de toujours montrer que vous êtes fort, le plus fort. Non, vous pouvez aussi montrer un peu ce côté vulnérable, mais en même temps, quand tu leur montres le côté vulnérable, ils disent, moi aussi, je suis affecté par cet échec. Mais après, ils voient aussi ces côtés où tu es capable, tu dis, ben, je suis affecté, nous sommes affectés, mais là, j'ai cette capacité en fait de me reconstituer, j'ai cette capacité de me relever parce que les gens suivront toujours la direction que tu vas leur montrer. Si tu leur montres la fatalité, les gens iront vers la fatalité. Si tu leur montres l'espoir, les gens iront vers, vers euh, vers l'espoir. Donc, il faut à la base leur vendre une attitude positive. Deuxièmement, c'est de s'asseoir, c'est de leur dire bravo, vous avez échoué ou nous avons échoué. Mais pourquoi nous avons échoué? Est-ce qu'on peut creuser davantage? Peut-être en échouant, on peut trouver la solution. Peut-être en échouant, on peut trouver, en creusant cet échec, on peut trouver justement les bonnes choses à faire, les bonnes manières à faire, et bien sûr détecter les causes de l'échec et repartir sur de nouvelles bases. Donc, c'est toujours prendre cette orientation-là pour leur dire que c'est possible de pouvoir atteindre l'objectif qui a été fixé. Merci beaucoup pour cette brillante réponse. Euh, j'aimerais, si possible, comment on peut avoir votre livre? Parce que je pense que vous avez écrit un livre sur l'échec, sur comment réussir. Comment nous pourrions l'avoir? Oui, les livres peuvent être commandés sur mon site ou sur mon WhatsApp. Voilà, on peut organiser. Il y a deux personnes de Coloésie qui ont reçu. Le livre est déjà arrivé à Lubumbashi. Le livre est arrivé en Belgique. Donc, on trouvera toujours le moyen de faire parvenir les livres. Donc, me contacter directement ou faire l'achat dans les sites. Et à partir de mon site, il y aura une prise en charge pour pouvoir vous envoyer. Et les livres ici à Kinshasa est directement vendu dans mon bureau. Merci beaucoup. Moi, je pense que je viendrai justement le Mm. récupérer directement dans votre bureau. Mais pourriez-vous laisser les coordonnées dans le chat pendant que nos participants préparent leurs questions? Si vous voulez juste laisser les coordonnées, votre coordonnée WhatsApp et peut-être votre site web pour que ceux qui désirent lire votre livre puissent vous contacter et s'en procurer. Et par ce fait, je me tourne vers les participants. Je vois aujourd'hui, il y a des grands noms que j'essaie de lire. Je vois M. Jacques Safari qui est là, je vois M. Richard Soumouni qui est là, je vois M. Gloire, je vois M. Emmanuel, je vois M. Emmanuel, c'est quand même grand. Si vous avez des questions, vous n'avez qu'à lever votre main et vous pourriez poser votre question directement à M. Christen sur l'échec, sur tout ce que vous pouvez dire qui tourne autour de ce sujet, justement. Alors, la main est à vous pour dire que vous voulez lever votre main. Monsieur Christian a laissé ses coordonnées dans le chat. Donc, la main est à vous. Si vous avez une question, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône de la petite main en bas de votre écran et poser directement votre question à Monsieur Christian. Voilà, il y a Monsieur Jacques qui a levé sa main. Monsieur Jacques, vous voulez poser votre question? Bien, merci beaucoup, M. Clerc. Merci beaucoup, M. Christon, pour ces genres d'organisation, souvent qu'on n'a pas. Pas souvent ce genre de plateforme pour préparer les gens, pour leur dire comment prendre l'échec. Souvent, c'est souvent le discours de la réussite que nous voyons presque partout. Et pourtant, nous savons dans la réalité, ce n'est pas ça dans l'entrepreneuriat. Mais ma question allait beaucoup plus dans les réalités locales, comme vous l'avez bien dit. Il y a beaucoup de livres que nous voyons sur la réussite, c'est beaucoup plus Jeff Bezos, Elon Musk et les autres qui ont accès à un système financier bien huilé.
où ils peuvent facilement aller vers une banque, la banque qui reconnaît la valeur de ce qu'ils sont en train de faire. Ils échouent, ils ont encore des crédits ou bien des angels qui vont venir investir encore dans leur projet. Et parfois même, ce ne sont pas des crédits qu'ils obtiennent, c'est un investissement où l'investisseur reconnaît qu'il peut perdre cet argent-là. Donc, même s'il perd l'argent, bon, on voit que c'est un échec et la vie continue. Alors, dans notre réalité locale au pays, un échec coûte de l'argent. Si vous perdez 11 000 dollars et c'était les 11 000 dollars sur lesquels vous comptiez, comment vous relevez ce genre de situation? Parce que vous ne savez plus accéder à des fonds disponibles pour vous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux gens? Comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Merci. Monsieur Grissan, vous pouvez? Oui, merci. Merci, Monsieur Jacques. Oui, vous avez parfaitement raison. Donc, les réalités sont complètement différentes. Et ailleurs, les goûts du risque est connu en fait. Aujourd'hui, dans notre contexte, lorsque tu travailles avec un investisseur, l'investisseur ne veut absolument pas perdre. Et déjà que l'investisseur ne s'implique absolument pas dans les développements de ton business. Donc, il est tout le temps en train de faire pression pour gagner de l'argent derrière ton dos et tout. Donc, je pense qu'alors, comment se relever lorsqu'on perd qu'on perd de l'argent? Eh ben, compte tenu du contexte, de la réalité, ben, il faut continuer de produire. Il faut utiliser d'autres voies, d'autres moyens pour pouvoir trouver des fonds et réinvestir. Donc, vous pouvez utiliser, je dirais, deux options. La première option, c'est de pouvoir, si vous n'avez plus la capacité, vous n'avez plus la moyenne, le moyen de pouvoir retravailler, en fait, de relancer votre entreprise ou relancer votre business, c'est de vous retourner sur les ressources personnelles que vous avez. Les ressources personnelles que vous pouvez avoir, c'est les compétences, c'est les talents que vous avez. Et c'est d'envisager, par exemple, de trouver un emploi. Déjà, c'est essayer de stabiliser votre vie à vous déjà. C'est déjà ça. La première étape, c'est de retrouver le moyen de pouvoir gagner de l'argent pour restabiliser votre vie. Et ensuite, après, de là, en fonction du niveau de compétences que vous avez, est-ce que vous êtes capable avec ça, de gagner 3 000, 4 000, 5 000 par mois? Voilà. Donc, ça dépend, en fait, de ce que vous aurez déjà développé en amont et juste que vous êtes capable de pouvoir générer juste avec, soit être employé dans une entreprise ou soit quelqu'un qui peut acheter vos compétences, qui peut acheter vos services individuels directement. Est-ce qu'avec ça, vous êtes capable de générer 4 000, 5 000 ou 10 000 par mois ou pas? Donc ça, c'est vraiment lié directement à vous. La deuxième chose à faire, c'est de renégocier. Vous pouvez, si vous avez des investisseurs, vous avez un certain niveau de relations, de partenariat, des discussions. Elon Musk l'a fait lorsqu'il a perdu de l'argent. Il est rentré rediscuter avec ses investisseurs pour leur demander de nouveau l'argent. On lui a encore fait confiance, on lui a encore donné de l'argent. Donc c'est possible. Toujours pour ça, ça dépend du niveau aujourd'hui ou de collaboration que vous avez avec vos investisseurs. Vous dire, OK, j'ai encore besoin d'argent. Voilà, leur présenter avec une analyse claire de ce qui n'a pas marché, de ce qui n'a pas été fait et de ce que vous prévoyez de faire ou aller dans un système échelonné. OK, j'ai besoin de 30 000, mais dans un premier temps, donnez-moi 10 000. Vous verrez ce que je peux faire avec 10 000. Ensuite, vous allez me donner 10 000. Donc, justement, vous pouvez trouver des stratégies avec votre business. Comment est-ce que vous pouvez Troisième chose, si vous avez des hypothèques pour gagner vite, que vous pouvez donner à une banque, maintenant vous calculez vos risques aussi, hein, vous calculez vos risques. Il faudrait se rassurer suffisamment en prenant de l'argent d'une banque que vous allez être capable de rembourser, parce que si c'est dès le premier mois, vous serez capable de le rembourser ou pas. Donc, il faut pas toujours compter, quand vous prenez l'argent d'une banque, il faut pas compter sur la rentabilité rapide de votre business. Donc, vous devez vous rassurer que vous avez au moins, en prenant l'argent de la banque, que vous avez déjà euh, 3 mois de remboursement déjà dans vos comptes ou dans vos épargnes ou dans les investissements individuels que vous aurez peut-être levé, 3 mois de remboursement que vous allez déjà donner à la banque en attendant de pouvoir euh, rentabiliser votre activité. Donc, c'est de s'asseoir. Moi, par exemple, pour mon cas, comme je l'ai dit, moi, je suis chrétien
Et Dieu m'a aidé sur le plan personnel. Sur le plan personnel, moi, Dieu m'a aidé. Attends, excusez-moi, quelqu'un qui toque chez moi. Entre autres, comme on est en train d'entendre M. Christen, y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une question? Comme ça, vous Ah, pouvez déjà lever votre main. je suis là. Oui, vous pouvez continuer, M. Christen. Donc, moi, j'ai utilisé la foi. Donc, j'ai utilisé la foi, j'ai j'ai utilisé les trois. Et Dieu a béni mes compétences, Dieu a béni les compétences, Dieu a béni les talents que j'avais. Et voilà, j'ai pu trouver des clients qui m'ont aidé. J'ai aussi trouvé quelqu'un, un investisseur qui m'a donné une subvention sans que je puisse rembourser. J'ai trouvé de gros marchés qui m'ont aidé aujourd'hui à pouvoir financer de nouveau mes activités, rembourser mes investisseurs. Donc, il y a cette capacité-là de rester positif, de vous relever et de se dire, ben, je vais continuer. Et là, je suis en train de relancer des nouveaux projets avec des investisseurs. Voilà. Tout se passe par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Donc, c'est vraiment cette capacité de se relever, de refouler toute négativité et de mettre en place cette fois-ci des stratégies, de le tester actuellement. Je teste d'abord le business. OK? Ce sont des leçons que j'ai tirées. Je teste d'abord le business avant de demander à l'investisseur de venir. Je le teste et quand l'investisseur vient, ça a complètement changé mon modèle économique aujourd'hui. Je partage avant tout, avant le bénéfice, je partage d'abord le risque à l'investisseur. On se met d'accord sur le risque, on travaille ensemble. Si le business marche, ça va pour tout le monde. Si le business ne marche pas, ça marche pas pour tout le monde. Donc c'est vraiment ça qu'il faut savoir. Merci beaucoup, M. Christen. Monsieur Jacques, je ne sais pas si si la réponse vous satisfait ou si vous avez d'autres éléments à rajouter. Bon, je pense que la réponse est quand même suffisamment claire et satisfaisante aussi. Peut-être pour poursuivre un tout petit peu, comme M. Christian a parlé des lignes de crédit à travers des banques, est-ce que vous avez les informations de comment euh, les banques, quelle est la disponibilité, la facilité avec laquelle on peut accéder à ces genres des lignes créditaires parce qu'il sait que c'est impératif pour chaque entrepreneur d'être endetté d'une manière ou d'une autre pour faire avancer le projet et devenir résilient. Avez-vous une idée de comment accéder à ces genres d'opportunités? Disons, accéder juste à la liquidité pour devenir beaucoup plus résilient dans le business. Monsieur Christen, à vous. Alors, j'avoue que je n'ai pas suivi. Excusez-moi. Oui, Monsieur Jacques a demandé si vous avez des informations au crédit auprès de la banque, comment obtenir et comment ça se passe au niveau local ici. Oui, je ne saurais pas développer parce que c'est pas le sujet de ce soir. Ça dépend de banque. Et je pense que peut-être après la session, on pourra toujours en parler. Après, toutes les banques ont la même formule, même le microfinance. Parce que lorsque tu demandes un crédit, il faut être capable de pouvoir démontrer que vous êtes capable de rembourser et de pouvoir laisser, comment on appelle ça, une garantie. Donc, que ce soit les microfinances, que ce soit les banques, être capable de pouvoir. Alors, si vous êtes client d'une banque et que votre business déjà marche bien avec eux, donc ils peuvent alléger certaines conditions à votre égard. Donc, moi, le conseil que je vais donner, monsieur Jacques, déjà, juste par formalité, approchez déjà certaines banques, leur poser la question, leur présenter ce que vous faites, sans forcément l'intention de prendre un crédit, mais justement pour juste savoir au fond quelles sont les possibilités, les négociations que vous pourrez avoir à l'avenir si jamais vous envisagez le temps de vous préparer. Parce que prendre un crédit, c'est préparer aussi. Donc, vous pouvez juste aller poser la question,
rencontrer les agents de crédit, négocier, leur présenter ce que vous, si j'ai ça, qu'est-ce que vous pouvez faire, si j'ai ça, qu'est-ce que vous pouvez faire, jusqu'à quelle hauteur vous pouvez me donner. Ça vous donne, vous rassemblez les informations et ça vous oriente déjà. Monsieur Jacques, je pense que la Merci, réponse... merci beaucoup. Ok, ok, je vous en prie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, à part Monsieur Jacques? Apparemment non. Monsieur Jacques a apparemment posé les questions des autres. Juste à rappeler que, ok, il y a Monsieur Emmanuel qui demande à poser une question. Monsieur Emmanuel, vous pouvez poser votre question. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Christelle. Alors, ma question Bonsoir. serait simple. Donc, Christelle, vous avez précisé qu'au jour d'aujourd'hui, vous partagez le risque avec vos investisseurs avant de parler du bénéfice. Alors, le fait de partager un risque avec les investisseurs ne créera pas une sensation de réticence ou de peur vis-à-vis de ces derniers afin de pouvoir placer leur argent. Parce que si le risque est élevé, je ne vois pas l'intérêt de pourquoi ils vont investir dans un projet quelconque. Est-ce une bonne idée de le faire en amont ou plutôt c'est la loi de la probabilité d'un tout investissement, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Donc voilà ma question. Très, très bonne question. Monsieur Christine, à vous? Merci Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Alors, l'idée de partager d'abord le risque, ça ne veut pas dire c'est dire à l'investisseur, eh ben, si les business ne marchent pas, on perd, si ça marche, on gagne. Non, en fait, parce que quand la notion de risque dans un business doit être calculée et doit être expliquée. Alors, moi, ce que je fais, quand je dis que je présente les risques, en fait, alors, c'est une façon de dire, dans mon système d'investissement, par exemple, actuellement, le capital de l'investisseur participe non seulement à la construction du business, le capital de l'investisseur participe aussi aux pertes dans le business. Parce que l'erreur que font la plupart d'entrepreneurs, c'est quoi? C'est de pouvoir rassurer à l'investisseur, si tu mets l'argent dans mon business, et ben, si le business ne marche pas, moi, je vais te rembourser ton capital. C'est très dangereux et c'est très risqué. Donc, autant mieux présenter à l'investisseur, de se dire, bah, écoute, voici le projet. Soit je veux que tu deviennes associé, ou soit je veux que tu sois associé dans mon business, ou soit je veux que tu deviennes juste investisseur associé dans ce projet pour le développement de mon entreprise. Voici les perspectives qui se présentent à nous. Tu expliques, bien sûr, avec une réflexion logique et claire, avec des preuves que ton business marchera. Mais ensuite, pour moi, c'est comme ça que je défends mes projets actuellement. Je dis, voici ce que ta participation va faire et voici comment est-ce que le partage de bénéfices va se passer. Alors, et voici comment est-ce que la gestion, et ce que j'ai aussi initié, que l'investisseur puisse participer dans la gestion de l'activité. Parce que le danger encore, si, bien sûr, si vous êtes à un certain niveau vous n'avez pas assez de ressources, vous n'avez pas des garanties pour rembourser le capital de l'investisseur. Parce que ça aussi, c'est une chose. Donc, faites participer l'investisseur dans la gestion. C'est vrai, peut-être il n'est pas trop en train pas dans l'opérationnel, mais dans la gestion. C'est-à-dire, je permets à mon investisseur d'avoir un regard sur ce qui est fait. Comme ça, quand ça ne marchera pas, il aurait vu, en fait, il va déjà voir que ça, le business n'est pas en train de marcher ou le business est en train de marcher. Parce que souvent, les entrepreneurs, ce que nous faisons, c'est en se disant, ben, comme je veux avoir beaucoup plus de bénéfices, il ne faut pas que l'investisseur voie comment moi je veux gagner, je vais juste lui redistribuer un peu d'argent. Non, c'est que vous devez, si vous n'avez pas assez de ressources, de faire très attention. Vous devez protéger le peu que vous avez en intégrant votre investisseur en permettant à votre investisseur d'avoir une vision de la gestion de ce qui est fait. Comme ça vous éviterait, quand le business ne marchera pas, ça vous aiderait justement à pouvoir vous en sortir. Vous se dire, OK, business n'a pas marché.
Voici les raisons pour lesquelles le business n'a pas marché. Tout le monde a vu pourquoi le business n'a pas marché. Ben, je pense que, voilà, on s'arrête là. Donc, c'est ça. Donc, être conscient, montrer, ça permet aussi aujourd'hui, moi, faire ça, ça me permet aujourd'hui de pouvoir sélectionner aussi le profil d'investisseurs. J'ai besoin des investisseurs. J'ai pas simplement besoin de gens qui veulent, à l'absolu, retirer le gain et ils s'en fichent, en fait, de l'avenir de, de l'avenir du projet ou de l'avenir ou de la survie ou de la survie de l'entreprise. Comme ça, comme ils sont conscients que s'ils ne s'impliquent pas, s'ils ne contrôlent pas, s'ils ne suivent pas, ils vont perdre leur argent, ben, ils sont conscients de pouvoir être là, être dans le conseil d'a- d'administration, d'être dans les... Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Monsieur Emmanuel, est-ce complet? Oui, vous avez des éléments à rajouter? Oui, c'est tout à fait complet, mais une autre question m'est venue en tête par rapport à la réponse. Alors, inclure ou donner accès à l'investisseur à la gestion, pas au quotidien, mais au suivi de l'activité. Est-ce que si on est face à un investisseur qui s'y connaît dans le domaine et qui a une grosse part d'investissement, est-ce qu'on ne serait pas face à une situation où il y aurait un conflit de gestion en se disant que moi, j'ai investi, je détiens la plus grosse part dans cette activité. Si aujourd'hui je suis l'activité et que je trouve que la personne qui est dans l'opérationnel gère mal l'activité et nous mène vers une perte d'argent, est-ce que en tant qu'investisseur, je pourrais me positionner en disant non, c'est la mauvaise manière de faire les choses? Est-ce que la personne qui a accepté l'investissement serait capable ou accepterait aussi ce type de remarques? Parce qu'aujourd'hui, on est face à des opérateurs économiques aussi qui sont des têtus. On va pas se voiler la face. Parfois, ils vont vers le mur, droit vers le mur, mais ils ne s'acceptent pas. Alors, ouvrir la porte à ces investisseurs qui ont une vue claire sur le business et qui ont une connaissance sur le business ne créerait pas ces conflits-là. Oui, merci, Oui, merci. Monsieur Christian. Oui, merci Emmanuel pour la question. Moi, je pense que ça, c'est un avantage, un gros avantage pour l'entrepreneur d'avoir un investisseur expérimenté dans son business. C'est un très grand avantage. Contrairement si un entrepreneur considère ça comme un danger, c'est que c'est vraiment, peu importe le nombre d'années qu'il est dans le business, c'est vraiment un entrepreneur qui est vraiment très immature. Donc, si vous voulez grandir dans l'entrepreneuriat, il faudrait avoir quelqu'un euh, qui maîtrise les affaires plus que vous et vous allez vous appuyer sur son expérience justement pour mieux faire, pour mieux grandir. C'est vraiment un gros avantage qu'il faudrait rechercher en fait. Il faut pas seulement trouver des profils d'entrepreneurs, de gens qui n'ont pas d'expérience à l'affaire. Il faut trouver des profils d'entrepreneurs, des gens qui ont cette expérience à l'affaire. Aujourd'hui, je suis en train de faire une expérience. On est en train de lancer un fonds d'investissement. Je suis le directeur général, mais celui qui est président du conseil d'administration, c'est quelqu'un qui est DG d'une banque et qui a une expérience de plus de 20 ans dans le secteur financier. Pour moi, c'est un gros avantage pouvoir travailler avec un tel profil parce que ça me fait grandir. Si vous avez un investisseur qui maîtrise les affaires plus que vous devez justement avoir cette humilité-là, cette orientation-là de pouvoir. Au contraire, si vous pensez, si vous avez, vous pouvez confronter vos idées avec lui. Et si lui, il approuve vos idées, vos orientations, vos stratégies, en fait, ça vous renforce en même temps. Vous devez avoir cette humilité-là, une façon de présenter les choses. Je veux dire, écoute, moi, je veux faire. Et deux fois aussi, ça vous pousse à justifier pourquoi vous voulez mettre en place telle stratégie. Ça vous challenge aussi. Parce que très souvent, les entrepreneurs, on ne consulte personne, on met en place des choses. Voilà, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Non, au contraire, ça, quand vous avez un tel profil, ça vous challenge. Vous devez justifier. Donc, ça vous pousse encore dans votre réflexion d'aller plus loin. Par exemple, j'ai fait un plan, je lui ai proposé. Et ben, il m'a challengé, il m'a posé des questions. Je refais le plan. Il m'a donné, je refais le plan. Pour moi, aujourd'hui, c'est un challenge. C'est-à-dire, quand je mets en place une stratégie, je dois trouver des raisons, je dois justifier. Et bien sûr, dans les formats de nos entreprises aujourd'hui, on n'a pas
des conseils d'administration où on doit aller justifier justement pourquoi on a pris telle décision et si cette décision a impacté l'entreprise. Aujourd'hui, Elon Musk, tout le reste subissent ça dans leur... Mais ça les aide aussi de grandir. Au-delà de leur tristesse, ils doivent justifier. Quand ils prennent des décisions, après, quand ça marche, les investisseurs sont contents. Le conseil d'administration est content. Quand ça marche pas, eh bien, il doit rentrer justifier ça et travailler pour continuer à garder la confiance de son investisseur ou la confiance. C'est vraiment dans la manière de faire. Pour moi, je suis actuellement concentré à ça et je trouve que ça m'aide à grandir en tant qu'entrepreneur. Aussi, je bénéficie de l'expérience de cet investisseur-là. Après, ça ne veut pas dire qu'il a ou qu'il aura tout le temps raison, mais ça veut simplement dire on doit confronter nos idées et bien sûr avoir cette ouverture-là d'esprit de pouvoir aboutir à des conclusions pour le bénéfice du business. C'est pas question d'ego, c'est vraiment question de pouvoir, c'est pour le business. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Christen. OK, je revois encore des mains qui sont levées. On a Monsieur Jacques qui revient. D'abord, Monsieur Emmanuel, est-ce que la réponse de Monsieur Christen était satisfaisante? Voilà, je vois par votre... vous avez réagi que c'était parfait, oui. Monsieur Jacques, alors, vous avez une autre question? Oui, c'est clair, merci beaucoup. Je voulais juste continuer sur la même lancée qui est la bonne question, l'excellente question que M. Emmanuel a posée et l'excellente réponse aussi que M. Christian a donnée. Je voulais savoir le partage d'informations. Est-ce que nous devons partager l'information avec l'investisseur en temps réel et quelle est la structure qui est la plateforme qui est beaucoup plus adaptée à ce genre de partage pour qu'il ait un œil à des activités qui se passent, ou bien c'est juste dans la même structure traditionnelle où on doit avoir une réunion du conseil d'administration et dans le conseil d'administration, on dit, bon, voilà les choses, les activités, voici les chiffres, voici. Voilà, tout le monde finit et tout le monde rentre à la maison, on entend encore le conseil qui parfois peut être après 3 mois ou bien après une année. Et je ne sais pas si cela est suffisant pour avoir un investisseur qui a un œil sur ce qui se passe dans l'entreprise du jour au jour. Et si ça ne l'est pas, quelle est la structure adaptée à ce genre de partage d'informations? Merci. Monsieur Christen, à vous. Oui, merci. Alors, je connais pas la taille de votre activité. Tout dépend de la taille en fait de votre business. Si la taille mérite à ce que tout se traite dans un conseil euh, d'administration, donc tout dépend. Si vous êtes une grosse structure dans une certaine taille, oui, là, vous déterminez la fréquence de réunions ordinaires ou des réunions extraordinaires. Alors, si vous êtes plutôt dans une logique de collaboration, où vous avez une taille moyenne de votre business, c'est privilégier les échanges par mail ou une fréquence si vous voulez que votre investisseur, jusqu'où vous voulez que votre investisseur puisse être impliqué. Si vous voulez qu'il soit impliqué en temps réel, prévoyez des réunions mensuelles où, voilà, chaque fin du mois, vous faites un rapport, ensuite vous en discutez. Alors, si où l'investisseur a un certain œil en... Euh, Alors, pour ne pas... monsieur, je- Oui. euh, Monsieur Christen, je ne sais pas si c'était seulement chez moi, nous avons eu du mal à vous entendre.
il y a, lors de votre dernière réponse. Pourrez-vous reprendre juste les 3 dernières phrases? D'accord. Oui, je disais, ça dépend de la taille. Alors, ce que vous pouvez mettre des rapports formels et informels. Il y a des discussions informelles que vous pouvez avoir si l'investisseur a un regard en temps réel sur le business. Il y a des discussions, il peut poser des questions, mais toujours garder un cadre formel. Alors, pour ne pas que ça soit une charge pour vous, vous devez fournir un rapport journalier ou un rapport, et parce que vous ne travaillez pas pour lui, vous travaillez ensemble. Vous pouvez mettre un rapport formel mensuellement, voilà, ou trimestriellement même. Vous mettez OK, les rapports trimestriels, par exemple, c'est trimestriellement qu'on pourra faire vraiment un rapport final pour regarder si l'entreprise a fait de bénéfices ou pas, ou la période dans laquelle vous avez décidé de partager euh, le, le bénéfice. Mais entre-temps, les discussions peuvent être informelles. Vous pouvez discuter informellement. Il peut poser des questions sur les orientations qu'ils ont prises, sur les décisions qu'ils ont prises, mais seulement peut-être il ne s'ingère pas dans la gestion opérationnelle pour qu'il n'y ait pas conflit d'autorité au sein de vos équipes. Donc, il n'est pas en contact avec les équipes, il est en contact directement avec vous. Voilà. Donc, ça peut être un rapport par mail, ou vous pouvez créer un drive, un document, en fait, un document drive où tu partages le document, où il sait aller voir, où il sait trouver l'information, même si vous ne discutez pas, il sait que si je dois voir ce qui s'est passé au courant de la semaine, il y a un rapport hebdo des employés qui sont déposés dans tel document. Donc, je vais juste dans ce document-là. S'il y a des questions, je vais revenir directement à Messi Jacques pour savoir, voilà. Mais ensuite, ça serait pas très poussé parce que à la fin du mois ou à la fin du trimestre, j'aurai un rapport complet. Voilà, je me donnerai une semaine ou 2 semaines pour les analyser. Voilà. Donc, c'est juste mettre un cadre formel. Après, de ne pas fermer la porte à un cadre informel. Ça peut être des questions, ça peut être un suivi. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Christen. Monsieur Jacques, je ne sais pas si c'est complet ou c'est satisfaisant. Merci beaucoup, Monsieur Jacques. Alors, s'il n'y a pas une dernière question, je pense que nous avons parcouru tous les éléments sur ce sujet nous avons tous échoué, mais comment nous pouvons justement transformer un échec en une opportunité. D'autres questions? Je pense que c'est bon pour tout le monde. Alors, il n'y a pas de Je vois question. Emmanuel qui veut poser une question. Monsieur Emmanuel, vous avez une Ah, question à non, poser? c'est une petite erreur, désolé. Ah, ok, ok. Ok. Ça. Alors, je pense que c'est bon. Il n'y a plus de questions. Ça a été très clair. Merci beaucoup à vous, Monsieur Christen, d'avoir accepté cette invitation justement d'échanger avec nous. Vous nous avez partagé beaucoup d'éléments. Déjà votre histoire. Ça fait chaud au cœur d'avoir perdu une si grosse somme quand même. La solution était si simple. 3 points à mettre en place que j'ai notés. C'est premièrement la prise de conscience. Deuxièmement, accepter de recevoir de l'amour. Très, très bon. Et troisièmement, tirer de leçons de l'échec que nous avons rencontré pour justement voir comment de ça avancer pour pouvoir atteindre vos objectifs. Je recommanderais justement à tout le monde de pouvoir se procurer de votre livre qui justement résume tout ce que vous avez eu à parler ou à nous partager justement aujourd'hui. Et ça serait quelque chose de très bien, surtout pour les entrepreneurs, ceux qui veulent créer quelque chose et justement proposer à leur société quelque chose et évoluer. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir pris part à ce 8e webinaire du Café des entrepreneurs où notre objectif est justement de nous réunir et de partager de notre quotidien d'entrepreneurs pour pouvoir justement aider les autres à trouver des idées, à trouver des astuces, à trouver des conseils, à améliorer leur stratégie pour évoluer dans ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, merci beaucoup. Il y aura une rediffusion de ce webinaire déjà demain matin sur notre chaîne YouTube. Je tiens à remercier M. Christen. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot.
pour conclure. Il Merci y a beaucoup Monsieur Jacques. merci beaucoup pour l'invitation et plein succès pour la suite. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Il y a Monsieur Jacques qui a levé sa main. Je ne sais pas s'il y a un ajout à faire. Mais c'est clair que ce n'est pas pour donner les derniers mots. Je sais que les derniers mots revenaient à M. Christian. Je voulais tout simplement dire à M. Christian que dès qu'il reçoit des messages des inconnus, il faut qu'il prenne qu'il réponde seulement. Qu'il ne dise pas, oh, c'est un numéro inconnu, je ne connais pas. Donc, probablement, ça peut être nous qui cherchons à avoir des conseils venant de lui. Voilà, merci. Effectivement, il l'a laissé dans le chat, donc c'est très fortement probable qu'il va recevoir de numéros inconnus. Monsieur Christian. D'accord, il n'y a pas de souci. Ah oui. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci pour le temps que vous nous avez accordé ce soir. Il y aura la rediffusion demain sur notre chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous le dimanche prochain, le dimanche 11, où nous allons parler de comment on peut gérer un projet logiciel. Donc, vous voulez créer un logiciel, une application. Vous ne savez pas comment s'y prendre, comment rechercher les développeurs, comment rechercher le financement et ainsi de suite. Nous allons échanger sur ça le dimanche prochain et dès demain, nous allons vous dire qui sera l'invité avec qui nous parlerons de ce grand sujet. Donc, je tiens à vous remercier encore une fois et excellente soirée à vous. Merci beaucoup. Mais vous